certains services, comme par exemple l'habitation, des soins de santé, et de travailler avec les organismes locaux qui, eux, connaissent bien la problématique. Donc, il ne faut pas improviser dans ce dossier-là, c'est très important, mais de pouvoir bien les accueillir et les soutenir dans leur démarche. Les politiques sur l'immigration du président Donald Trump et l'attentat au Centre culturel islamique de Québec ont fait beaucoup de bruit dans les dernières semaines et ont soulevé un mouvement de solidarité. Et il y a un message de solidarité qui vient de Montréal en montrant aux réfugiés qu'ils sont les bienvenus, en envoyant ce message donc aux réfugiés. Et comme vous venez de l'entendre de la bouche de Valérie Plante, qui est chef de projet Montréal, les objectifs que pourrait atteindre Montréal, si elle emboîte le pas à Toronto et devient une ville sanctuaire, pourrait bénéficier aux gens qu'on appelle les sans-papiers. Alors pour en discuter, j'ai avec moi Michel Lambert d'Alternative et Patrick Robitaille de Médecins du Monde. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lambert, expliquez-nous d'abord, Mme Plante l'a un peu expliqué, mais la ville sanctuaire pour Montréal, vous avez lancé un appel, vous, pour que Montréal devienne une ville sanctuaire. Pourquoi Montréal devrait-elle devenir une ville sanctuaire? Bien, l'idée que Montréal soit une ville sanctuaire, c'est que les services, en fait, la logique d'accueil des réfugiés, c'est une logique d'inclusion, c'est une logique plutôt qu'une logique d'exclusion. Ce qu'on a actuellement, souvent, c'est un paquet de gens qui ne sont pas en mesure d'obtenir des services pour toutes sortes de raisons. S'ils se font agresser, par exemple, ou ils se font voler, ils ne peuvent pas aller voir les policiers, ils savent qu'ils risquent de pas se faire. Ils sont illégaux. Ils sont peut-être illégaux, oui. S'ils sont des enfants, on sait qu'il y a plusieurs milliers d'enfants au Québec actuellement sans papier, dont les parents sont sans papier, qui sont ici. J'entendais le premier ministre Couillard dire encore aujourd'hui qu'il allait faire des démarches pour permettre à ces gens-là d'avoir accès à l'école. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont des milliers. Ça coûte entre 5 et 7 000 $ pour un enfant sans papier pour aller à l'école. Quand on arrive d'une situation catastrophique, la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de fournir à ses besoins à ce moment-là. Donc, le principe, c'est d'offrir une espèce d'amnistie ou d'immunité à ces gens-là, de les accueillir et de les inclure dans la société en constatant qu'ils sont déjà là. De toute façon, certains qui sont déjà là, on les accueille pour vrai, on est prêt à travailler avec eux, on est prêt à leur offrir les services. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a plusieurs villes au Canada et plusieurs villes aux États-Unis qui ont déjà fait ces pas-là. Et le Québec, qui vient de souffrir quand même une grande attaque, une grande catastrophe, est prêt, à mon sens, pour poser aussi un geste. Et Montréal est pour ça. Vous parlez de villes. Il y a Toronto depuis 2013, Vancouver, Hamilton depuis 2014, London en Ontario, 37 villes américaines, dont New York et Washington. Monsieur Robitaille, vous appliquez ce principe-là de sanctuaire au quotidien dans une clinique médicale. Ça fonctionne comment? Bien, nous, en fait, on a une clinique médicale qui est sans rendez-vous, où est-ce que les personnes qui sont indigentes et qui ont besoin de soins, qui n'ont pas accès aux assurances, aux soins privés, puis qui n'ont pas accès à l'assurance maladie, sont bienvenus. Donc, cet esprit de sanctuarisation, ça fait longtemps qu'on l'applique, ça fait 20 ans qu'on est à Montréal pour cette clinique-là. Puis, en fait, c'est de trouver un peu il y a des failles dans notre système de santé, puis il faut le reconnaître, ces failles-là. Donc, Montréal a des services à offrir, puis c'est aussi le Québec, en général, comme responsable des garants de la santé de la population. Mais alors, expliquez-nous, ces gens-là, ils arrivent chez vous, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, c'est ça? Exactement. Alors, comment vous faites pour les traiter? Comment vous vous financez? Comment vous leur offrez des soins? Puis, je présume que vous essayez de les aider peut-être au-delà des soins de santé aussi. Là. Comment ils font, ces gens-là, pour recevoir leurs soins de santé? Bien, c'est de les accueillir, en fait. C'est de comprendre déjà quels sont leurs statuts. Souvent, c'est aussi toute une bureaucratie qui empêche d'avoir accès aux soins, des soins auxquels ils ont droit. Donc, en les accueillant à la clinique, bien, ils ont des soins surtout, on a un focus particulier sur les femmes enceintes, les enfants qui sont les plus vulnérables dans la population. Et aussi d'avoir des soins de santé mentale. C'est d'être accueilli et de se sentir en sécurité, c'est aussi ça qui est important pour des personnes qui ont pas eu la chance dans la vie, qui ont été victimes de guerre, de torture parfois, puis qui cherchent des points de repère. Donc, c'est un des points de repère qu'on peut offrir. Et juste un détail, mais vous faites payer comment s'ils n'ont pas leur carte d'assurance maladie pour leur donner des soins? Bien, c'est des soins gratuits. C'est des soins gratuits qu'on offre. Vous assumez vous-même le coût? Qu'on assume le coût avec des partenaires, avec des donateurs du public. C'est pas évident. C'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler pour avoir ça. Puis c'est avec le gouvernement aussi. Puis c'est des belles occasions de se poser la question, justement, qu'est-ce qu'on offre comme service pour des personnes qui sont plus vulnérables, qui sont souvent en attente de statut, qui ont pas encore, qui ont venu rejoindre de la famille, par exemple. Donc, c'est des dons du public beaucoup et des partenaires privés qui nous aident, puis en partie aussi le gouvernement. Puis on encourage certainement à en avoir plus pour ça.
M. Lambert, vous interpellez, si j'ai bien compris, le maire de Montréal, Denis Coderre, parce qu'il n'y a pas d'organisme qui décrète qu'une ville est sanctuaire. C'est la ville elle-même qui décide qu'elle devient une ville sanctuaire. À partir du moment... D'abord, qu'est-ce qu'il vous dit, M. Coderre, ou qu'est-ce qu'on vous dit à la mairie? Bien, en fait, M. Coderre ne nous a pas parlé directement, mais M. Coderre, très rapidement, a décrété que Montréal était déjà ville sanctuaire. C'était sur Twitter. Après, il s'est ravisé. On lui a suggéré quand même que ça se passe dans les sites appropriés, c'est-à-dire au Conseil de ville. Et il a annoncé que ça allait se passer au Conseil de ville le 2 février. Donc, dans les prochains jours, essentiellement, il y aura une discussion à ce niveau-là. Ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est qu'est-ce que contiendra la résolution ou les résolutions qui vont mettre de l'avant. Et on espère que ce ne sera pas juste quand même un beau drapeau qui dit Montréal ville sanctuaire. Il devrait y avoir un plan de match assez concret. Et surtout, il y a une opportunité maintenant parce que et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont mentionné qu'ils étaient prêts à faire des gestes supplémentaires compte tenu de la situation aux États-Unis et la situation terrible qu'on a vécue au Québec. Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour M. Coderre pour vraiment avoir un plan de match concret, parler d'éducation, parler de santé, parler des services policiers. Mais c'est ça, parce que Mme Plante le dit, puis vous le dites aussi, plan de match. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est une ville sanctuaire, qu'on est ouvert à l'inclusion, qu'on accueille les gens, mais il y a des conséquences dans la vie de tous les jours. Au service policier, par exemple, ça veut dire qu'ils arrêtent d'essayer de débusquer les immigrants illégaux. Au service de santé, on accueille les gens sans carte d'assurance maladie. Bien, à Toronto, par exemple, ils ont une politique « don't ask, don't tell ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne un service, on ne demande pas à un immigrant ses papiers et on ne rapporte pas au service frontalier si cette personne-là est ou n'est pas citoyen canadien. Et ça fonctionne à Toronto. Je parlais aujourd'hui avec John Miavick, qui est un responsable municipal là-bas, qui me disait ça fonctionne, on donne des services, ça va très bien, tout le monde est content. Et on est content de garder les gens chez nous, ils sont actifs déjà. Alors pourquoi Montréal ne pourrait pas avoir une politique similaire si Toronto le fait depuis plusieurs années? En même temps, M. Robitaille, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui nous disent ces gens-là, c'est des illégaux. Ils vont profiter du système de santé, du système d'éducation. Ils sont entrés au pays illégalement. Vous leur dites quoi aux gens qui diraient on devrait les retourner dans leur pays? Il y a des mouvements de repli sur soi actuellement dans le monde. En France, le Front national est en train de monter. Aux États-Unis, on voit ce que M. Trump est en train de faire. Je ne dis pas que ce mouvement-là, il existe fondamentalement au Québec, mais il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi on devrait les accueillir, ces gens-là, leur ouvrir les bras s'ils sont rentrés au pays illégalement. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont illégales. Quand on a un statut précaire, ça veut juste dire qu'on est en attente de statut. Et en fait, c'est les droits et les conventions de base internationales de recevoir des gens dans nos frontières. Puis quand on regarde, on est souvent impuissant quand on regarde la Syrie. Il y a 5 millions de personnes qui sont à l'extérieur des frontières de la Syrie. 5 millions, ça s'approche de la population du Québec. Quand on a 1,5 million qui est au Liban, pour une population de 6 millions. Donc, encore une fois, comparable au Québec, mais c'est 20 de la population. Les gens qui sont au Liban. C'est normal, on dit pauvres Syriens qui sont rendus au Liban. Mais quand on parle de 35 000 personnes au Canada, c'est un demi d'1%. Donc, on encourage le gouvernement à en faire plus. C'est des droits fondamentaux. C'est pas une question d'illégalité, c'est une question de droits fondamentaux. Ce que vous nous dites, c'est qu'on a vu ces vagues de réfugiés syriens, par exemple, arriver. Ils ont été pris en charge et tout ça, mais qu'il y a une espèce de période de transition où ils sont dans une espèce de no man's land bureaucratique. Et donc, ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils se tournent vers vous, c'est ça? En particulier pour les soins de santé. Voilà, Médecins du Monde il fait partie de ce trajectoire migratoire, que ça vienne d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient, ça transite par l'Europe. En Amérique, on oublie aussi toutes ces frontières-là qui bloquent les gens qui se retrouvent dans des situations où est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux, où est-ce que c'est dangereux de vivre chez eux et qui tentent de trouver un endroit, un refuge. Donc, quand on parle de droits humains, puis c'est la moindre des choses qu'on a un pays comme le nôtre, d'aider autant à l'extérieur, dans les pays qui les reçoivent et qui ont un lot très difficile pour les accueillir, puis aussi à Montréal, quand ils viennent ici, au Canada. Et en terminant, M. Lambert, de quoi ils ont besoin, ces gens-là, quand ils arrivent? On imagine de logement, de soins. C'est de quoi qu'ils ont besoin? Les gens qui arrivent ici, ils arrivent généralement avec rien. Ils arrivent, ils ont peut-être un peu d'argent s'ils sont chanceux, mais généralement, ils arrivent, je les poches vides, ils ont besoin de tout. Littéralement de tout. Tout est difficile, ils ont besoin d'un soutien important pour obtenir le minimum de services, mais on veut qu'il y ait plus que le minimum. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté marquée
de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada de faire que ça soit possible. Et nous, c'est pour ça qu'on a encouragé M. le maire à y penser maintenant. Prochaine étape, résolution au conseil municipal. Là, vous allez surveiller le libellé de la résolution. On va surveiller le libellé de la résolution. On va peut-être faire d'autres suggestions. Et on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs groupes à Montréal qui s'occupent de ces questions-là depuis plusieurs années, qui vont continuer, je pense, d'encourager le maire et les autorités à faire que ça aille mieux dans ce dossier-là. Très bien. Merci, messieurs. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée.